Tout le monde, merci d'être là à notre deuxième table ronde. Pour rappel, ces tables rondes, parce qu'on en est à la deuxième, sont organisées par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Et comme vous savez, cette agence est un petit peu une première mondiale parce qu'on est un des pays qui a la chance d'avoir une agence dédiée à la reforestation et surtout à la lutte contre l'avancée du désert avec la Grande Muraille Verte. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir également le directeur de l'agence, M. Ali Haïdar, que je n'ai pas besoin de présenter et qui se présentera quand même tout à l'heure en prenant la parole. Donc pour rappel, Karine y reviendra. Le projet en fait concernant Toluker, donc qui est un programme qui est l'idée par Karine Fakouri, qui est la directrice des éco-villages. Et ce projet s'appelle Toluker ou Food Forest, qui a pour but tout simplement l'objectif en fait est la résilience économique et sociale, notamment face à la pandémie du Covid, où on voit qu'aujourd'hui il est important de permettre aux populations de s'auto-nourrir. Et pour cela, l'idée est de trouver des solutions locales et écologiques, en poussant les populations, en les aidant à avoir des food forests. Alors, pour souligner, ce n'est pas des potagers urbains, ça va plus loin que cela. L'idée, c'est d'avoir carrément, en fait, de donner la possibilité aux gens d'avoir des champs, des petites forêts, surtout en zone rurale, où ils peuvent avoir des arbres fruitiers pour se nourrir, avoir des légumes et avoir aussi des plantes médicinales. Voilà. Donc l'idée, c'est pouvoir se soigner, se nourrir et avoir une souveraineté alimentaire. Donc lors de notre première table ronde qui a eu lieu il y a 2 semaines, le titre donc était Toluker, Design, Ingénierie et Réveil des traditions. Donc là, il s'agissait tout simplement de présenter le projet de l'agence, l'idée donc par Karine, de présenter un petit peu le but, comme je vous ai dit. Donc tout simplement, comment se nourrir, comment se soigner, comment avoir une souveraineté alimentaire. Et pour cela, on a parlé de diversité des plantes, montrer que l'idée était vraiment de remettre, de réhabiliter des forêts ou d'en créer et ne pas se limiter à des variétés. Donc créer une diversité de la flore. Également, on a parlé également des sols avec la possibilité de créer son sol, de créer un sol fertile. On a parlé par exemple des wicking beds, un exemple qui a été donné. Donc, c'est une sorte de compost qui est créé sur la terre. Et l'avantage également de ces tables rondes-là, c'est que tout le monde puisse y bénéficier. La dernière fois, un des participants a proposé en tout cas d'essayer ce système-là. Voilà, donc c'était vraiment ça le but de cette première table ronde qui a été un succès. Et la vidéo également a été postée sur Internet. Donc, le but de nos tables rondes, c'est aussi que ça puisse servir de base éducative, que ça puisse être partagé et qu'on puisse créer des projets concrets. Parce que là, on est vraiment dans le concret avec ce projet-là. Aujourd'hui, il s'agit donc de discuter de la qualité des semences. On reviendra pour savoir c'est quoi une semence. Les associations de plantes. Comment on peut associer les plantes entre elles et également les formes géométriques plutôt. Donc, ce ne sera pas un jeu de questions-réponses. On va certainement diviser ce sujet-là en deux. Pour parler déjà des semences, nous avons des personnes expertes dans ce sujet-là qui nous diront, on ira un petit peu plus loin sur la question des semences, qui posent des fois un peu de problème par rapport à la qualité, à l'origine, etc. On parle aussi beaucoup de bio, on ne sait pas trop ce que ça veut dire le terme bio. Est-ce que c'est la semence, est-ce que c'est le fait d'utiliser des pesticides? Voilà, on va essayer d'approfondir un petit peu la chose. Et ensuite, on parlera donc de l'association des plantes et des formes qu'on peut créer pour, dans tout ça. Donc, je pense que j'ai été bref. Donc, ce que je vais faire, je vais donner donc la parole à notre très cher monsieur Ali Haïdar, qui va nous faire une introduction, si possible, de 5 minutes, parce que, voilà, on a un long programme aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous laisse la parole, monsieur Ali Haïdar. Bon, merci beaucoup. Bravo, vraiment, pour cette réunion via Internet. Notamment, c'est possible grâce à Internet, mais aussi on est presque obligé avec le Covid.
Donc, bravo à tous les organisateurs et particulièrement à Karine. Bonjour à nos amis qui sont loin de nous, comme Jean-Pierre Renaud, qui est en Bretagne là-bas. Bonjour à tout le monde. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, de semences, de la terre, du bio et des liens entre les arbres. Oui, c'est en fait avec les semences, surtout fruitières et forestières. Je ne sais pas si dans notre forêt de Casamance on peut parler de bio parce que j'ai l'impression que toutes nos semences sont bio parce qu'elles vivent dans la nature, sans apport d'engrais chimiques, elles sont dans la nature, elles sont arrosées par la pluie et elles poussent naturellement. Ce qui est important, par exemple, maintenant, on est en plein dans la récolte de semences de mangue parce que justement les manguiers sont en train de mûrir. Il faut prendre les semences quand elles sont bien mûres et quand elles sont tombées de l'arbre. En général, elles tombent de l'arbre pour commencer le cycle de leur vie, être mangées par un animal, voyager dans le ventre de l'animal et être rendues à la terre assez loin de l'arbre mère pour pouvoir se développer. Donc, c'est là que nous, on intervient parce qu'il n'y a plus assez d'animaux sauvages pour transporter ces graines. Il n'y a plus aujourd'hui que des animaux domestiques qui sont dans les forêts, dans les savanes, des chèvres, des biches, des moutons, enfin des chèvres, des bœufs, des moutons, des cochons, mais on ne trouve plus les singes qui mangeaient les fruits, qui les transportaient, les biches, etc. Donc, la semence est bonne quand elle est mûre dans l'arbre mère et qu'elle tombe toute seule et qu'on la récolte. Maintenant, une fois qu'on l'a récoltée, il faut la protéger et la mettre dans de bonnes conditions. Il faut qu'elle soit nettoyée, débarrassée de sa chair, séchée à l'ombre et après, bon, protégée. Il ne faut pas l'exposer trop longtemps au soleil, sinon elle se déshydrate. Et il faut récolter les semences. En fait, on est tout le temps en train de récolter des semences puisque elles ne mûrissent pas toutes au même moment. Heureusement pour nous d'ailleurs. Donc, on vient de sortir de la récolte de Khéber, le Cérolia, du Détarium, le Détar. Là, on était dans l'anacardier et on est toujours dans l'anacardier et dans le manguier. Donc, après, on va aller vers d'autres espèces de semences. Maintenant, pour une fois qu'on a la graine, c'est sûr que les terres sont très pauvres, appauvries par la monoculture, appauvries par l'agression de l'humanité qui, pour chercher à se nourrir et à se développer, hélas, de manière assez anarchique, occupe de plus en plus d'espace, détruit de plus en plus de forêts et les terres sont devenues pauvres. Voilà, le soleil tape dessus, l'eau s'évapore, la matière organique est lessivée par le vent, il n'y a plus ces feuillages, ces brindilles qui, au moment des saisons de pluie, pourrissent et compostent et nourrissent la terre. Maintenant, les sols sont lessivés par les vents et quand il pleut dessus, il n'y a rien pour les retenir, l'eau ravine et s'en va, en emportant même la couche superficielle qui est censée être la couche la plus riche. Donc, il faut renourrir la terre. Il faut redonner vie à la terre et pour ça, bon, il y a plusieurs méthodes. Le compostage en est un qui est relativement facile parce que à peu près, pour parler simplement, avec 40% d'herbes sèches, 40% d'herbes vertes et 20% de bouse de vache, on arrive, si on humidifie bien, qu'on remue bien, on arrive à produire du compost et pour nourrir au moins au départ les trous où on va planter les arbres. Et enfin, on a parlé aussi de bio. Bon, c'est sûr que on est allé vers une espèce de surproductivité parce qu'on a passé notre temps à nous faire croire qu'il fallait beaucoup de nourriture pour nourrir l'humanité, que pour cela, il fallait des Roundup et du Monsanto. Et on est rentré dedans tête baissée parce qu'ils sont propriétaires des médias et les médias nous racontent ce qu'ils veulent que nous on entende. Donc, on est rentré dedans et l'agriculture a appauvri les sols. Aujourd'hui, il faut changer de méthode et c'est ça. Donc, Toluker, c'est de vivre en harmonie avec son voisin et son voisin ne se limite pas à son voisin terrien qui habite à côté, mais
à l'arbre qui est dans le champ, au singe qui est dessus, au papillon, à l'abeille qui va butiner, à la terre, à l'eau, à la vie en général. Et il faut qu'on y arrive. Maintenant, les gens sont de plus en plus en train de prendre conscience de l'urgence et de l'importance de ces questions. Alors, à nous aussi d'occuper le terrain et de rendre les choses possibles. Voilà, notre mission à nous, c'est de rendre les choses possibles. Il faut que quand quelqu'un ait besoin d'une semence d'anacarde, qu'il la trouve. Ça, c'est une belle, je pense que c'est une introduction parfaite, rendre les choses possibles. Et donc, ouais, effectivement. Donc là, on va passer effectivement à des gens qui vont peut-être nous expliquer comment ils vont faire pour rendre ces choses possibles avec tout le savoir que vous nous avez transmis aujourd'hui avec cette petite introduction. Donc, je pense que c'est une belle transition pour, en donnant la parole à, merci en tout cas, M. Ali Haïdar. Hein. On va passer la parole à Karine Fakouri. Et donc, le thème, c'est comment rendre les choses possibles. Déjà, Karine, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Tolooker, nous dire voilà, comment, à travers cette proposition de M. Ali Haïdar, cette vision, comment vous pensez pouvoir rendre cela possible? Alors, bonsoir à tous déjà. Moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce second webinaire. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir cette introduction par notre directeur général, Haïdar, qui, comme je l'ai dit les fois précédentes, ici au Sénégal, nous avons vraiment la chance. Nous avons une double chance. La première, c'est que nous avons quelqu'un en la personne de notre directeur général qui nous a ouvert le chemin depuis longtemps. Et donc, nous sommes tous en train de marcher sur ces pas aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour le flatter, vous le savez très bien, ceux qui m'ont entendu par ailleurs, juste pour dire que du coup, sur le plan énergétique, c'est aussi un pilier, c'est aussi un phare. Donc, nous suivons un modèle. La deuxième chance que nous avons, c'est que, et peut-être que justement, avec les intervenants de ce soir, nous en saurons un peu plus, je pense notamment à Jean-Pierre. Moi, je ne suis pas convaincue qu'il existe beaucoup dans le monde d'agences de reforestation. Je sais qu'il y a des gardiens de la forêt, je sais qu'il y a des agences techniques, il y a des agences d'évaluation, il y a des agences de surveillance, mais un pays qui dote son gouvernement d'une mission de reforestation et de restauration à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand en plus on voit que ce mouvement Tolooker fédère aujourd'hui, on est encore un grand rassemblement international, mais quand même des personnalités dans le sens où elles ne sont pas en quête d'un projet de subvention, elles ont les pieds et les mains sur le terrain, elles viennent d'horizons confondus. Et donc, du coup, ce webinaire, tous les webinaires que nous faisons là, ils ont une vocation pédagogique. C'est important que je le souligne à nouveau. Ils ont une vocation pédagogique parce qu'ils sont destinés à renseigner le réseau pour ceux qui ne peuvent pas être au Sénégal avec nous, de manière à ce que ça soit une belle contagion. On parle beaucoup aujourd'hui des vilaines contagions. Il faut que ça soit vraiment une belle contagion partout dans le monde. Et ça existe par ailleurs, hein, on n'invente pas là. Mais on se rallie à des réseaux qui sont internationaux. Donc, créer la belle contagion. Mais aussi, ces webinaires, ils vont avoir la vocation d'aller dans les villages via des cinémas-débats avec des coordinateurs volontaires sur place qui existent déjà. C'est important que je le souligne parce que là aussi, il y a un grand mouvement qui est en train de s'installer. Et ces volontaires coordinateurs sont des gens qui s'engagent à les traduire dans les villages et à avoir des débats en notre présence ou en notre absence. Et on est même en train de voir comment former à des tutoriels à distance de manière à ce qu'on puisse aussi avoir des webinaires à distance personnalisés en fonction d'un terrain, d'une structure, d'un village, de sa tradition aussi. Alors, c'est important que je parle de la tradition parce qu'aujourd'hui, j'ai expliqué la dernière fois tout ce que n'était pas le Tolooker. Le Tolooker, ce n'est pas un projet agricole. Le Tolooker, c'est de la restauration de la forêt. Et j'y viendrai tout à l'heure si je ne dépasse pas trop mon temps. On l'a appelé Tolooker pour être dans le réveil de la tradition originelle africaine. Pour ceux qui ne parlent pas le Wolof, Tolooker, ça vient de cette maison traditionnelle africaine qu'on voit partout au Sénégal, mais aussi en Afrique. À la base, il y a toujours une arrière-cour de la maison qui est en fait le grenier et le coffre-fort du paysan.
c'est le grenier et le coffre-fort parce que là, on va y trouver tout ce qu'il faut pour notre santé préventive et tout ce qu'il faut pour aussi notre santé alimentaire. Parce que dès l'instant où on parle d'écologie, on ne peut que parler de la santé. Si le sol est malade, nous sommes malades. Si le sol est sain, il porte des arbres sains. Et cet arbre sain est soit un médicament obligatoirement, soit c'est une nourriture, soit ça peut être utilisé. Donc, on parle bien de la restauration de nos sols, de la restauration des tissus forestiers, qui va lui nous permettre de reconquérir notre souveraineté alimentaire, pas seulement notre sécurité alimentaire, mais notre souveraineté. Notre souveraineté, ce qui veut dire par là même reconquérir la propre dignité de l'homme à l'intérieur de son écosystème. Donc, Toluker, c'est un nom qui réveille la tradition et vous allez voir bientôt sur le Facebook que nous avons de Toluker, qui est aussi en train de prendre un grand succès, des vidéos en Wolof où les personnes, d'un seul coup, en entendant ce nom, se rappellent comment faisaient les grands-mères, les grands-pères, le chef du corps en même temps. Donc, d'un coup, on a ce nom de Toluker, mais il y a aussi le fait que notre défi, c'est à l'intérieur d'un microsystème régénérer et faire une forêt selon un mode de permaculture avec une forme et un design qui va activer en fait, le déploiement de ces arbres et de ces plantes, parce qu'on parle de forêt, on parle d'arbres. Ils sont organisés en un système qui va permettre un compostage direct, une récupération de l'eau, et peut-être qu'au bout de 3 ans, si le défi est relevé, l'homme n'aura quasiment plus besoin d'intervenir à l'intérieur de ce groupe. Nous serons donc dans une santé optimale. Donc, ce sont des petites cliniques de santé, voilà. Et non pas des cliniques où on vient se soigner pour être malade. N'oublions pas que la santé, c'est l'écologie de la santé, c'est la même chose. C'est l'homme qui est en relevance et qui, du coup, de par ce qu'il se nourrit en qualité d'air, en qualité d'eau, en nourriture, va faire en sorte qu'il est dans son plein potentiel, y compris psychologique. Voilà, merci. J'ai un peu débordé. Hein. Merci beaucoup. Merci Karine pour ton intervention. Je pense que tout a été clair concernant le projet Toluker. Donc, c'est voilà, se nourrir et se nourrir de manière naturelle et surtout de permettre aux gens d'avoir une autonomie alimentaire et pouvoir se soigner également. Nous avons Miguel Jensen, normalement, qui doit être présent pour nous faire une petite introduction également pour l'ouverture de la table ronde qui va suivre. Est-ce que Miguel est connecté? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai l'impression que Miguel n'est pas connecté. Je suis là, je suis là. D'accord, Miguel est là. Donc, on va juste lui laisser le temps de se connecter et ensuite nous allons ensemble parler donc, de la table ronde, approfondir sur les origines des semences. On sait qu'il y a également des programmes internationaux qui sont présents au Sénégal, qui nous proposent des semences, mais on ne sait pas réellement l'origine de ces semences. On parle aussi à l'échelle mondiale d'OGM. Qu'est-ce qu'une OGM? Qu'est-ce qu'une semence hybride? Est-ce que la semence africaine d'origine qui permettait au Sénégal, en ce qui nous concerne, de pouvoir semer, de pouvoir produire, est-ce qu'elle existe toujours? Voilà des points que nous allons aborder ensemble. Mais avant cela, nous allons donner la parole à Miguel. Salut, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Le micro semble être... Il est là, hein. On l'entend bien. Je suis là, oui. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Oui, on t'entend très bien, Miguel. D'accord. Ouais, moi aussi, je t'entends très bien, Miguel, et bienvenue. Est-ce que vous entendez? Merci Aliad. Ok, je donc vous entends très bien. Je suis là, monsieur le DG, c'est DG. Ok, merci beaucoup. Hein. Je suis très content d'être là. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne initiative. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, bon, j'ai fait ici maintenant plus de 10 ans à côté de l'Afrique de l'Ouest, entre Guinée-Bissau, Sénégal, tout ça. Donc, je travaille avec plusieurs projets pour le reboisement. Et donc, je trouve que j'ai entendu un peu ce qu'Aïdar il avait dit au début. Après, bon, la connexion avait un peu eu des problèmes.
Mais donc, je veux reprendre sur ce thème-là en disant que pour avoir qualité de semences, parce que c'est ça qu'on a parlé comme le thème du jour, là, en tout cas, c'est ça qu'on m'a demandé de parler. Donc, pour avoir une bonne qualité de semences, il faut avoir une qualité de nature. Ça veut dire qu'il faut que la nature soit en bon état parce que c'est la nature qui préserve nos semences à la base. C'est pas l'homme tout seul qui peut le faire. Parce que surtout, comme le cas de Haïdar et le reboisement et certains arbres qui sont des brousses, s'il n'y a pas tout un écosystème qui peut soutenir ces arbres-là, les semences ne vont pas pouvoir se semer directement. Ça veut dire souvent les semences, ils doivent passer par des animaux qui vont les manger et ensuite, à travers leur système digestif, c'est ça qui va pouvoir faire que les semences peuvent germiner. Donc la première chose à savoir pour avoir de bonnes semences, il faut préserver surtout les écosystèmes. Donc ça c'est le point numéro 1. Je crois peut-être mon caméra là ne marche pas. J'espère que vous m'entendez toujours. C'est bon? Je peux continuer? On t'entend. Oui, on t'entend bien, Miguel. D'accord. Ok. Donc maintenant, bon, j'ai entendu que des questions un peu sur les hybrides et les OGM et les bio, tout ça. Bon, la situation avec ça, bon, c'est pas compliqué, c'est assez facile. Ça veut dire les semences qui n'ont pas été modifiées génétiquement, les semences qui n'ont été pas croisées sans un croisement naturel, ça c'est des semences qui peuvent garder la génétique parfaitement. Donc ça veut dire c'est les semences que en général c'est ça les semences qu'il faut garder. Donc comme Haïdar avait dit avant, les semences de la brousse que nous on a ici, ça c'est des semences carrément bio. Après il y en a avec les méthodes de greffage et tout ça, il y en a des trucs que nous on peut jouer un peu avec la génétique manuellement, mais ça c'est quelque chose qu'on fait depuis des années et des années. Et ça, c'est normal, c'est pour trouver des qualités parfois plus sucrées. Donc, l'homme, il a fait ça, il a hybridisé beaucoup des espèces naturellement depuis des siècles pour trouver des choses qui sont plus convenantes à l'homme. Donc, il ne faut jamais confondre ce qui est hybride naturellement, ça veut dire ce qui a été pollinisé par croisement de pollen et tout ça, et par des greffages, avec ce qui sont les hybrides qui sont faits au niveau des laboratoires et tout ça. Donc, les grands problèmes des hybrides qui sont fabriqués, déjà, bon, il y a le problème de la propriété intellectuelle, ça veut dire que les gens, ils veulent se approprier des droits de la semence, et ça, c'est un crime contre la humanité. Donc ça, il faut qu'il y ait constamment un combat très actif pour boycotter tous ceux qui sont des semences transgéniques modifiées génétiquement, parce que c'est vraiment au niveau de crimes envers la humanité, parce que la nature ne peut pas être une propriété intellectuelle. Donc ça, c'est très important de ne jamais utiliser des semences modifiées génétiquement. Si maintenant on n'est pas sûr sur de certaines semences au niveau de la génétique, parce qu'on a été bombardé un peu partout avec des semences modifiées, donc on ne connaît pas à chaque fois d'où proviennent certaines semences. Donc, il ne faut pas aussi rentrer dans une paranoïa complète. Il faut essayer certaines semences. Souvent, s'il y a par exemple des semences de maïs, ou de tomates, ou de courges, ou en général de légumes, parce que c'est eux qui ont été plus touchés par les modifications génétiques, il faut essayer de ne pas cultiver deux espèces en même temps et voir maintenant pour la deuxième génération, est-ce qu'il est fidèle à la génétique. Si quelque chose qui a marché la première génération, si on arrive à planter la deuxième génération et on voit que c'est les mêmes plantes qui sortent avec la même force, là, on sait qu'on est avec une semence qui est de qualité. Donc, à ce moment, il faut essayer de préserver cette semence et les noter comme une semence qui est de pollinisation libre. Ça veut dire fécondation libre. Donc, à ce moment, il faut surtout éviter dans les mêmes espèces de plantes et essayer de ne pas les planter en même temps pour pas qu'ils se croisent la pollinisation. Comme ça, on peut assurer de garder une génétique propre et surtout essayer de ramasser les anciennes graines et les garder. Donc ça, c'est un point au niveau des hybrides et des OGM. D'accord. Oui, Mamadou? Oui, voilà. Bah, en fait, je voulais, parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, vous représenter comme ça, les nouveaux entrants vont savoir qui vous êtes.
Bon, moi, comme je dis, je m'appelle Miguel, je suis originaire portugais et j'ai fait maintenant 10 ans ici en Afrique et je travaille surtout avec régénérer les sols, je travaille avec la permaculture depuis longtemps, je me spécialise beaucoup dans des plantes médicinales, donc j'ai de plusieurs projets à Cap Skirring, j'ai 4 hectares que je travaille au niveau des bananeraies, mais en permaculture, ça veut dire on a à peu près 1600 pieds de bananes par hectare, mais en même temps, on fait 600 arbres fruitières mélangés, plus tous les différentes plantes qu'on va introduire pour que l'écosystème soit en pleine forme, ça veut dire tous les fleurs, tous les fixateurs de nitrogène, toutes les plantes médicinales. À Kafountine, on a créé un jardin botanique associé avec une école professionnelle. Ce jardin a maintenant 7 ans, donc il sert d'exemple à tout le monde et tout le monde est très bienvenu de venir connaître nos projets qu'on a réussi et qu'on est très fiers de ces projets. En même temps, je suis lancé récemment avec 2 hectares à Kabadjo où on travaille beaucoup le concept de forêt nourricière. Donc vraiment où on travaille avec tous les étages d'une forêt, depuis les couvre-sols jusqu'à les grands arbres de canapé, on les mélange tous dedans. Et je travaille pas mal comme consultant pour beaucoup des autres projets. Ça c'est moi. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content. Allô, oui, je vous entends pas. C'est bon. Voilà, merci beaucoup Miguel pour tous votre partage d'expérience et ce que vous avez pu toucher un petit peu en termes de semences. Ce que nous allons faire maintenant, c'est peut-être passer directement à la table ronde et inviter pour laisser leur micro à l'éteindre, sinon ça fait des interférences. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Et voilà, on peut directement passer à la table ronde. Même Miguel, si vous avez également d'autres interventions à faire, vous pourrez y revenir. Nous avons M. Ali Ndiaye, M. Mansour Ndiaye et M. Jean-Pierre Renaud, que j'invite à participer à cette première table ronde-là. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre par message, on y reviendra ensemble. Là, on a un peu parlé des semences, on a plus, voilà, des origines à peu près. Peut-être la première question que j'ai envie de poser aux 3 intervenants, c'est par rapport à revenir un petit peu aussi aux origines des semences. On sait que des programmes internationaux, comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos, on sait que certains organismes internationaux ont aidé le Sénégal notamment à planter, à reboiser, etc. Est-ce qu'il y a eu une veille en fait pour voir quelle était l'origine réelle de ces semences? Est-ce qu'aujourd'hui nos sols n'ont pas été détériorés par rapport à ces semences qui ont été utilisées? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'était peut-être la solution la plus simple. Quand on parle de bio, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de semences bio, on ne peut pas faire la différence. Pour la personne peut-être lambda, est-ce qu'il y a eu une veille, en tout cas par rapport à vous qui êtes expert, pour que ces semences hybrides ou OGM ne puissent pas proliférer dans notre pays? Est-ce que monsieur Ndiaye, Ali, Mansour Ndiaye sont connectés? Monsieur Pierre Renaud, vous pouvez prendre la parole? Ou monsieur Ali Haïdar, si vous voulez également intervenir. Oui, allô? Oui. C'est Mansour, je peux intervenir? Allez-y, Mansour. Voilà, je m'appelle Mansour Ndiaye, je suis directeur exécutif d'une ONG qui s'appelle APAF. APAF existe dans 8 pays africains. Donc, nous travaillons à restaurer, donc, rappeler, on l'appelle rappeler, donc, une technique ancestrale qui consistait donc à planter sous les arbres sans engrais chimiques ni compost. Et malheureusement, cette technique a disparu parce que de plus en plus les arbres sont coupés, au Sénégal surtout. Et nous avons perdu pratiquement sur les 2 tiers du territoire, nous avons perdu donc les boisements naturels. Actuellement, nous n'avons que des lambeaux de forêt. Je pense que M. Haïdar est là pour en juger, pour tout le monde. Donc, ce que nous voulons donc c'est de développer un système qui permette de planter des arbres et à les associer aux cultures agricoles. Et je dis toutes les cultures, qu'il s'agisse des cultures fruitières, des cultures céréalières ou bien des cultures légumières ou des plantes médicinales. Et pour ça, nous aménageons des parcelles que nous appelons des parcelles agroforestières avec un plan d'aménagement que nous avons conçu avec les paysans, surtout au centre du pays, dans les zones les plus concernées par la dégradation des sols et la dégradation des forêts.
Et en discutant avec les paysans, en échangeant avec eux dès la première année en 2013, nous avons conçu un plan d'aménagement qui prenne en compte la question de la divagation des animaux. Donc, il faut mettre en place une haie vive. La question du vent, il faut mettre en place une brise-vent, donc 2 lignes périmétrales espacées de 5 mètres qui permettent de freiner les animaux divagants, mais aussi de freiner la vitesse du vent. Et comme nous avons des terres qui sont complètement dégradées sur l'essentiel du territoire dans le bassin arachidier, de Kaolack jusqu'à Louga et jusqu'en passant par Diourbel-Thiès, on ne peut pas développer donc l'agriculture si on ne met pas l'accent sur la régénération des sols à grande échelle. Je ne veux pas vous couper, hein, monsieur Ndiaye, mais en fait, l'idée c'était vraiment là de parler de l'origine des sols. Je pense qu'on en a parlé un petit peu lors de la première table ronde. On pourra peut-être en parler en conclusion, mais là, c'est vraiment, vous, à votre niveau, quel est le rapport que vous avez avec l'origine, surtout des semences? Je pense que c'était... Justement, parlant de semences, il faut parler de toutes les semences, parce qu'il y a les semences d'arbres et les semences céréalières, et comme les semences légumières. Pour les semences d'arbres, nous utilisons des semences des espèces qui existent localement. Avec le PRONACEF, qui dépend du ministère de l'Environnement, on a acheté des semences là-bas. Mais nous avons des semenciers occasionnels, des paysans semenciers qui vont aller collecter les semences au niveau des arbres et que nous les vendons et ce que nous distribuons gratuitement aux paysans. Il s'agit particulièrement des semences d'espèces fertilitaires. Quand on dit fertilitaire, c'est des espèces qui permettent très rapidement de restaurer la fertilité des sols. Et ces espèces existaient depuis plus de 60 ans. Malheureusement, avec la pression anthropique, ces espèces ont perdu du terrain. Actuellement, il va falloir les remettre en place. Donc, on court de gauche à droite, les semenciers vont aller chercher des semences dans le paysage et nous les vendre. Et nous les utilisons comme semences que nous distribuons aux paysans. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Pour les semences, allô? Oui, vous pouvez terminer, monsieur Ndiaye. Oui. Voilà, pour les semences céréalières, ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place des fermes semencières. On en a déjà installé une, on va installer une deuxième après le confinement. Ces semences vont s'adresser à des paysans qui ont des semences. On a l'historique de ces semences. Les paysans, ils les restent depuis plus de 20 ans. On récupère ces semences-là. On les multiplie, on les distribue aux paysans. Il s'agit de semences de céréales, de sorgho ou bien de semences maraîchères. Très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Mansour Ndiaye. On va peut-être passer la parole à monsieur Ali Ndiaye, voilà, pour répondre toujours à la même question, avant de passer peut-être approfondir les choses. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 minutes, si possible, et nous parler voilà, de ce que vous savez sur les semences, les origines, et historiquement, quelles semences le céréales en général. Merci beaucoup pour le micro, s'il vous plaît. Allô? Allez-y, on vous écoute, monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye. Donc, je voudrais dans un premier temps remercier l'invitation qui m'a été faite par le Tol au Cœur. Remercier les intervenants, Michel Dar et tout le monde. Bon, en relation aux semences, je pense que la plupart des semences que l'on parle, elles viennent surtout sur le côté des maraîchères, pratiquement. Et qu'on voit que réellement, je pense que c'est Miguel qui l'a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit. Aujourd'hui, le contrôle de l'entrée des transgéniques dans plusieurs pays et des hybrides, pratiquement, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Il y a des lois qui sont faites, mais les semences entrent. Maintenant, il faut savoir comment les travailler. Comme il l'a dit, les transgéniques, les hybrides, là, c'est dans la 2e génération que vous allez commencer à voir qu'elles n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'au début. Alors, dans ce sens, on commence à les écarter. Mais de toute façon, la question des semences, ce n'est pas seulement une question des agriculteurs. C'est une question de toute une société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que qui domine sa semence, domine ta vie, domine ton alimentation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites. Pratiquement, au Brésil, par exemple, où je réside, on est en train de créer au niveau des agriculteurs des échanges de semences créoles, qu'on les appelle là-bas, et les préserver
on est en train de faire des banques de semences qu'on est en train aussi de rediscuter parce que les banques, c'est pour garder, et il faut se rappeler que vous gardez une semence, elle est en train de perdre sa valeur, sa vigueur germinative. C'est pourquoi les plantes, la meilleure façon de préserver une plante, c'est de la distribuer et de la planter et de la récolter et d'éviter le maximum possible de la garder, mais de la distribuer entre les agriculteurs. On est en train de travailler sur ça. Pour la question des semences, donc ce que je voulais dire tout juste, c'est que c'est plus profond qu'une agriculture seule. C'est un problème de société, c'est un problème que nous devons ouvrir nos yeux. Et je pense que l'agriculture biologique a cette vision-là et ça revient toujours sur la table. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur cette question. Maintenant, après la deuxième question sur les dessins, j'aimerais un peu parler sur un projet qu'on est en train de développer au Brésil. Et là, je vais parler de stratégie, pas de technique, mais de stratégie qui nous ont permis de faire quelques 12 000 fermes dans les 26 États du Brésil et qui sont aujourd'hui des fermes qui ont aidé beaucoup d'agriculteurs à s'engager dans l'agriculture biologique. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Renaud, est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, allez-y, monsieur Renaud. Très bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de l'invitation et en particulier Karine Haïdar et donc toute l'agence. Effectivement, je suis quand même très très fier de voir qu'un pays qui s'est donné une mission aussi forte sur la restauration de son territoire, et en particulier sur la partie forestière. Je ne suis pas un grand spécialiste des graines, mais je voudrais quand même vous faire part de mon expérience, que ce soit au niveau scientifique et au niveau du fonds que je co-dirige, et en vous rappelant quand même qu'au départ, la graine, elle a tous les principes de la vie en elle. Karine a parlé tout à l'heure de la vie. Moi, vous savez, merci de vous présenter parce que les invités sont ravis de savoir qui vous êtes. Donc, voilà, présentez-vous et après on vous écoute. D'accord, donc Jean-Pierre Renaud, je suis cofondateur du fonds Ladioud, qui est un fonds qui a participé à la reforestation, en particulier à la reforestation de la mangrove avec Haïdar et l'Océanium, et qui aujourd'hui intervient dans 19 pays différents. Et d'autre part, je suis président de l'école d'agronomie de Montpellier, et puis accessoirement, je suis brasseur sur une île en Bretagne. Voilà. Et je mets en pratique ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, Karine parlait tout à l'heure de la vie et de la santé. Et effectivement, moi, j'ai un adage aujourd'hui que je tiens fort dans mon cœur, qui est que si on a des sols vivants, on a des hommes vivants qui génèrent des territoires vivants. Et pour revenir à la graine, les semences, en règle générale, elles ne nous ont pas attendus. Elles ont en fait tous les principes de la vie en elles. Vous savez, elles ont l'amidon, elles ont à travers les germes, elles ont les enzymes, elles ont tous les systèmes qui permettent de transformer la matière et les éléments qui lui sont donnés pour faire des plantes et pour croître. Le problème, c'est qu'à un moment donné, elles n'ont pas suffisamment, donc elles ont besoin d'un bon média, c'est-à-dire de l'eau, de la matière organique et des bonnes interactions. Je dis ça parce que je pense qu'au départ, on parle d'une graine et de la modification d'une graine. Si la graine a ces éléments-là, fort est de constater qu'elle va avoir de grandes chances de pouvoir se maintenir, voire de grandir correctement. Donc, premier élément quand même, je ferai une différence et je pense que avant même de pouvoir se poser la question sur la graine, posons-nous la question sur le sol et sur la qualité du sol. Enfin, l'autre élément concernant les semences, bon, j'ai été pendant ma vie et puis maintenant je reviens brasseur. Dans les plantes céréalières, on a ce phénomène de transmutation, on a ce phénomène de modification naturelle en fait des plantes et qui de ce fait-là se fatiguent, perdent un certain nombre de dispositions qui leur permettent d'apporter en fait la contribution dont on attend d'elles. Et donc,
là aussi, je pense que c'est un élément assez important, il faut savoir conserver la graine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on utilise la graine, elle va se transformer par elle-même. Donc, il est important d'avoir des banques de semences, ces banques qui permettent de revenir à un moment donné à la genèse, à l'élément, comment dire, à la graine qui a été la graine de départ, et très souvent on ne les retrouve pas. Donc, ce qui serait aussi important, c'est de voir comment, dans la configuration, qui est la configuration du projet, on crée aussi des banques de semences à partir des graines qui sont les graines originelles. Et vous savez, même dans nos pays, je vois en France, on a perdu, on est aujourd'hui en recherche des semences qui sont les semences originelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de les régénérer d'une manière artificielle par le génie génétique. Donc, Haïdar a la chance, la vertu et la connaissance des graines. Et si j'avais un conseil, au-delà du fait du sol, tout ce qu'on partage sur la capacité du sol à se régénérer, c'est de trouver en fait les moyens de conserver dans des banques le maintien en fait de la graine originelle. Enfin, sur la partie sol, excusez-moi, sur le fait on parle beaucoup du besoin nutritionnel de la graine, que ce soit en eau, que ce soit en matière organique. Il y a un point aussi qui est très de la sélection. La sélection doit être avec la structure minérale. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, ce serait un élément important aussi à partager avec vous. C'est comment, en fait, on assure que les graines, qui ne sont pas simplement des graines qui poussent vers la terre, vers l'air, mais aussi qui poussent vers la terre, c'est-à-dire les rhizomes, eh bien, comment aujourd'hui on arrive à créer des graines qui sont extrêmement efficientes au niveau de la connexion avec les structures minérales. Voilà, dans un premier temps, à la fois je suis ouvert à débattre sur ces sujets-là et puis en même temps apporter des contributions complémentaires. Merci. Merci beaucoup, monsieur Renaud, pour votre intervention. Je retiens que vous avez parlé de banque de semences. Je crois que monsieur Mansour Ndiaye également a parlé de semenciers. Peut-être on peut refaire un tour de table et se poser la question concernant la quantité des semences qu'on peut trouver ici, aujourd'hui au Sénégal. Est-ce qu'on peut le chiffrer? Est-ce qu'on sait ce qui est disponible? Monsieur Haïdar notamment avait ce programme-là qui consistait à proposer aux gens de garder leurs graines, de garder leurs pépins, de pouvoir par exemple les partager avec des structures telles que Océanium ou Mébedaï. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on peut quantifier ces semences? Et est-ce que quelle était la méthode pour revenir à la question de tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, monsieur Diouf? Voilà, donc c'est la question de la quantité des semences. Et est-ce que cette méthode-là était une méthode ancestrale, c'est-à-dire garder comment avant, en tout cas, le Sénégal faisait pour pouvoir conserver ces semences? On peut refaire un tour de table. Monsieur Mansour Ndiaye, par exemple, vous pouvez prendre la parole. Allô, oui, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, allez-y, je vous en prie. Oui, au Sénégal, nos parents du monde rural, ils ont toujours conservé leurs semences à travers une sélection qu'on appelle la sélection massale. On se rappelle, jusqu'ici, il y a des paysans qui la pratiquent, cette sélection-là. C'est-à-dire repérer les meilleurs épis de graines, de céréales ou bien de légumes, les conserver et puis les ressemer l'année d'après. C'est ce qu'on a toujours fait ici au Sénégal. Les paysans le maîtrisent très bien. Mais le problème que nous avons actuellement, c'est que comme il ne pleut plus correctement, les graines, les cultures bouclent difficilement leur cycle, si bien que les paysans peinent à trouver des semences de qualité ou bien des semences qui sont matures. Donc c'est à ce niveau qu'il y a le problème peut-être pour ce qui concerne les semences de céréales, de légumes. Pour les semences d'arbres, il n'y a aucun problème. Les semences sont là. Peut-être qu'avec la déforestation, il devient de plus en plus difficile de trouver des arbres à partir desquels il faut trouver des semences pour les conserver et les distribuer. Voilà.
Très bien, monsieur Ndiaye. Alors, concernant justement la quantité, est-ce que peut-être monsieur Ali Ndiaye, vous pouvez, merci monsieur Mansour Ndiaye, monsieur Ali Ndiaye, vous pouvez peut-être nous parler de la quantité, voilà, de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier les semences, savoir ce qu'on a, pour pouvoir justement faire des prévisions par rapport à ça? Écoutez, jusqu'à présent, faire une quantification. Ce qui est sûr et certain est que quand on parle de la question des maraîchères, les semences en termes de maraîchères, qui sont des cultures introduites, là, réellement, c'est extrêmement difficile qu'on puisse parler de semences bio dans ce cadre. Donc, mais on peut aussi souligner certaines semences que les agriculteurs, les familles des agriculteurs ont gardé depuis des temps, qu'ils plantaient, qu'ils récoltaient, faire la sélection massale, comme l'a dit, comme ça a été dit tout de suite. Mais ce qui est extrêmement important, que je pense qu'on l'a souligné sur la question des banques de semences, pour garder les semences d'origine, là, il faut une politique publique même dans cette question-là. C'est une question de je ne sais pas comment on le dit en France, de souveraineté nationale, de faire une politique qui nous permet de récupérer ces semences-là, de les avoir dans des banques de semences pour ne pas les perdre, mais en même temps, il faut aussi les distribuer d'une forme organisée au niveau des agriculteurs pour que ces semences-là soient cultivées aussi. Donc, c'est plus ou moins ce que je pense sur cette question. Quant à la quantité de semences disponibles dans ce sens-là, je pense que c'est des données extrêmement difficiles d'avoir. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Est-ce que monsieur Mansour Ndiaye veut intervenir ou peut-être donner la parole aussi à monsieur Diouf avant de clôturer avec monsieur Jean-Pierre Renaud? Ce que je voudrais apporter comme complément, allô, vous m'entendez? Allô? Allez-y, je vous en prie. Voilà, ce que je voudrais ajouter, c'est que la question de la conservation des semences se pose de plus en plus. Non seulement, comme je l'ai dit tantôt, la pluviométrie ne permet pas aux cultures de boucler leur cycle, elle permet aux paysans de conserver les semences, mais il y a un autre problème de conservation. Je me rappelle, avant, les paysans, ils conservaient leurs semences dans des greniers traditionnels, en bottes, en épis. Aujourd'hui, avec la baisse de la production céréalière surtout, les paysans ne sentent plus la nécessité de conserver les graines dans les greniers, ils les conservent dans les chambres après les avoir égrenées. Et là, quand une graine est égrenée, elle est très difficile à conserver parce que la porte d'entrée des parasites au stockage est là, la porte est ouverte, donc ça dégrade très rapidement la qualité de la semence. Très bien. Je pense qu'on va passer à la seconde table ronde. Je vais donner la parole à Karim qui va peut-être clôturer cette première table ronde avant qu'on passe au sujet des formes géométriques et des associations de plantes. Karim, à toi la parole. Et déjà, merci pour toute la richesse de ces interventions. Alors, moi, je ne suis pas une technicienne, hein, mais je voulais juste vous dire que la question de la conservation des semences, évidemment, nous préoccupe au plus haut point, d'où cette table ronde. Et nous avions pris l'initiative sans l'avoir encore véritablement installée. Mais je pense à des belles personnes comme Isis. N'hésitez pas à vous reporter à notre premier webinaire ou d'autres belles personnes comme Bertha, de se dire qu'en fait, il pourrait y avoir des taux-lookers mamans. Ce serait donc des forêts mamans qui auraient justement pour objectif principal de garder la semence et de la reproduire. Et si ces taux-lookers en fait arrivent à s'installer un petit peu partout grâce à nous tous, eh bien, ça serait donc peut-être une possibilité de ne pas avoir forcément besoin de la garder. S'il vous plaît, après je vous laisse, vous pouvez nous parler de votre... Donc, moi, c'est colonel Moussa Diouf, colonel des eaux et forêts, je suis secrétaire général de l'Agence sénégalaise de
Voilà, donc c'est colonel Moussa Diouf, secrétaire général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Tout à l'heure, on parlait de l'origine des semences en foresterie. Ici, je vais parler des semences forestières. Ici, il s'agit des espèces locales. Quand il s'agit des espèces locales, il y a moins de problèmes. C'est des espèces qu'on trouve au Sénégal, dont on connaît la provenance. Mais les espèces exotiques qui nous viennent d'ailleurs, telles que l'eucalyptus, là aussi, c'est des espèces qui sont très bien tracées. Par exemple, si je prends le cas de l'eucalyptus, ça nous vient de l'Australie, d'une région qui s'appelle Catherine. C'est pour ça qu'on dit Eucalyptus camaldulensis Catherine. Et toutes les espèces forestières en général introduites au Sénégal ont fait l'objet, ainsi c'est entré par le circuit officiel, d'essais dans ce qu'on appelle les jardins d'essai. On a des jardins d'essai à Anne, par exemple, c'est un jardin d'essai, le parc forestier d'Anne. On a un jardin d'essai à Saint-Louis. On a à l'Isra, même à Djibelor. On a un jardin d'essai un peu partout où le service des eaux et forêts, bien avant même l'indépendance, testait les espèces et voyait les plus performantes avant de retenir. Pour l'eucalyptus, c'est 18 espèces qui ont été introduites au Sénégal. Il s'est avéré après test que le meilleur ou la meilleure provenance, c'était la provenance Catherine. Donc, je pense en matière de foresterie, il y a moins de problèmes par rapport à la traçabilité des semences. C'est différent maintenant peut-être pour les espèces de maraîchage ou de grande culture. Voilà, c'est la précision que je peux apporter pour un petit peu plus idéal, et on pourrait par exemple laisser la parole à refaire un tour de table. Par exemple, M. Ndiaye, est-ce que vous pouvez nous parler de forme géométrique et d'association de plantes? Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait, lorsqu'on parle de forme géométrique et d'association de plantes? Et M. Diouf, on reviendra vers vous par la suite. M. Ali Ndiaye, est-ce que vous... Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Je vous entends, c'est bon. Voilà, bon, je vais tout juste amener une petite expérience qu'on a fait au niveau du Brésil avec les formes géométriques qu'on a utilisé plus pour ce qu'on appelle redessiner les propriétés, les fermes. Le redessin des formes est très important. Je m'excuse en passant parce que mon français il est très influencé par le portugais, mais je pense qu'on parle le même langage, c'est possible qu'on nous entende. Donc, on a un groupe, on a mis sur place un projet au niveau du Brésil qui s'appelle le PAIS, Production agroécologique intégrée et soutenable, durable en français. Il s'agit des espaces de 5000 m² où l'on intègre une production intégrée, une production de maraîchères, de petits, les poules qu'on met au milieu. On travaille avec des arbres aussi, des natifs et des fruitiers. Et on essaie de former un ensemble qui nous permet d'aboutir à la permaculture, mais qui nous permet pédagogiquement de mettre sur pied les principaux piliers de l'agriculture durable, qui est principalement la question du recyclage dans le système, l'intégration totale entre la production animale et végétale, et en même temps la présence des arbres au milieu, dans de petits espaces, et d'une forme intensivement plantée. Donc, et d'une forme ronde, les plants sont ronds autour du poulailler. Alors, pourquoi on a adopté ce système qui nous a permis de pouvoir psychologiquement travailler avec les agriculteurs et réussir à faire la transition à un bon nombre d'agriculteurs. Comment ceci s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, surtout sur le côté des maraîchères, les agriculteurs, l'idée c'est comme ça, et ce sont des plants carrés, une mécanisation intensive, l'utilisation intensive de produits chimiques, une dépendance de semences.
Donc, le carré, il est venu dans un cadre, psychologiquement, c'est très difficile de changer dans la tête des agriculteurs. Très, très difficile. Alors, on a commencé à introduire de petites techniques de compostage, mais on a vu que, même on a introduit des insecticides biologiques, etc. au début, mais on avait vu que il ne faisait qu'un changement d'entrant. Mais en réalité, il ne changeait pas la philosophie de production. Alors, on a commencé à voir que quand on a amené avec ces types comme le païs, ces types de dessins autour qui changent un peu, qui n'est pas carré, les agriculteurs ont commencé à dire, mais écoutez, donc ça c'est vraiment différent un peu de ce qu'on est en train de faire, cette agriculture intensive sur la base de produits chimiques. Alors là, il commençait à voir que c'est possible d'intégrer. Il y a les poules à côté qui sont au milieu de la ferme, au milieu du champ, avec les plants autour. Le recyclage était plus simple parce que si tu as des maraîchères qui ne sont pas bonnes pour commercialiser, pour manger, tu les mets chez les poules, c'est très rapide. Le compost des poules sort, automatiquement revient d'une forme concentrée au niveau au niveau de la ferme. Et ceci a fait comme quoi ils pratiquent d'une forme très objective le recyclage, qui est très intéressant dans un système qui se veut, qui est très intéressant dans le processus de la route vers la permaculture. Donc, vous voyez, donc les dessins sont venus, les dessins redessiner la propriété, la ferme de l'agriculteur est devenue une stratégie qui nous permet d'aller vers la transition, c'est-à-dire d'aller vers une agriculture plus durable. Pour vous donner une idée, on a commencé en 2015-2014. Aujourd'hui au Brésil, on en a plus de 12 000 fermes de ce type. Maintenant, après, dans la discussion, peut-être on peut entrer dans la stratégie de comment ça a été fait pour y arriver. D'accord. Merci beaucoup. La stratégie, la stratégie et voir si c'est possible de l'implémenter, notamment ici au Sénégal. On va peut-être, merci M. Alingay, on va peut-être voir avec M. Jean-Pierre Renaud, voilà son avis et sa vision par rapport à son expérience aussi à Montpellier avec Livewood. Voilà, Monsieur Renaud, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des formes géométriques et des associations de plantes? Monsieur Jean-Pierre Renaud, je vous vois connecté. Oui, ça y est, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, d'abord, je voudrais saluer le travail de Ali Ndiaye que je connais bien au Brésil. Et je vais utiliser des gros mots, excusez-moi, mais je pense qu'il faut, quand on est en train de travailler sur la démarche, on va dire, géographique, il faut parler d'un système, il faut avoir une logique systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a à la fois l'interactivité, on va dire, aérienne et l'interactivité du sous-sol. Il faut pas, les deux vont de pair. Je vais m'expliquer en quelques mots. J'ai eu l'occasion, par exemple, de monter un projet en Inde sur ce qu'on appelle des forêts fonctionnelles. Forêt fonctionnelle, ça veut dire que sur une parcelle, on pense la parcelle comme un système. C'est-à-dire que la parcelle, elle doit se protéger. Donc, comment on fait la protection, la mise en défense? Elle doit faire de l'ombrage. Comment on fait de l'ombrage? Voilà. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités auxquelles il faut penser et qui va permettre à ce moment-là de composer géographiquement et spatialement la parcelle. Mais ça, c'est spatial. Et là, il y a aussi le sous-sol. C'est-à-dire qu'il faut penser les espèces et l'interactivité des espèces pour se nourrir. Qui va aller chercher les minéraux? Qui va générer en fait les meilleurs rhizomes pour pouvoir apporter les minéraux à l'ensemble des plantes? Qui va protéger les plantes de la séquestration en eau? Qui va apporter la meilleure contribution en biomasse pour que le sol se nourrisse? Donc, je n'ai pas la réponse systématique pour un sol ou un autre, mais c'est un travail qu'on fait d'une manière quasi systématique, c'est le cas de le dire, sur chacun de nos projets, en disant c'est quoi, comment en fait on va traduire la fonctionnalité à la fois spatiale et du sous-sol pour assurer en fait cette bonne interactivité entre les différentes plantes. Voilà ce que je voulais dire.
en fait, merci beaucoup, monsieur Renaud. Donc, on a parlé avec monsieur Alingaï de forme carrée, mais vous nous parlez en fait de l'aspect aussi sol et air, on va dire, si on peut se permettre de dire ça. Donc, il y a la forme, mais il y a aussi ce qui va avec. Monsieur Mansour Ndiaye, vous pouvez peut-être compléter ce qu'on vient de dire. Miguel aussi, je serais intéressée par ce... Allô, oui? Allô, oui? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà. Oui, on vous entend, je vous en prie. Et ensuite, on donne la parole à Miguel. Voilà, très rapidement. Parlant de forme géométrique, je disais au début, bon, on me disait que c'était peu à l'ordre du jour parce que c'était le premier sujet de la première réunion que j'ai raté. Nous, on a vraiment pensé à la forme géométrique des parcelles en prenant en compte les aspects liés à la protection contre les animaux divagants, le vent, mais aussi à la restauration de la fertilité des sols. Les arbres sont associés. Dans la parcelle, c'est une parcelle où on développe la polyculture. Il y a des arbres fertilitaires, comme le nom fertilité, c'est des arbres qui fertilisent. Là, on prend l'aspect vraiment relation sol-plante, comme le disait tantôt quelqu'un. Bon. Et il y a aussi la partie aérienne qui prend en compte la création d'un microclimat dans la parcelle. Dans un contexte où ici au Sénégal, les thermomètres peuvent aller jusqu'à 45 degrés, à un moment donné, je pense que c'est pas mal de mettre en place un système qui permette vraiment de tempérer donc les élévations de température. C'est des arbres aussi qui sont fertiles, qui sont fourragés. C'est des arbres fourragés. Donc dans la parcelle, nous avons des cultures qui se développent en couloir entre les rangées d'arbres et nous avons des arbres sur lesquels sont plantés aussi bien des arbres fertilitaires que des arbres fruitiers. Donc, c'est une parcelle qui est dessinée de manière aménagée, de manière à accueillir plusieurs cultures, qu'il s'agisse de cultures céréalières, de cultures légumières, de cultures fruitières ou bien de cultures de plantes médicinales. Donc, c'est ce schéma que nous avons adopté avec les paysans, nous l'avons conçu avec les paysans parce que l'apport, elle est participative. On ne fait rien en dehors des paysans, tout ce qu'on fait, c'est avec les paysans. La conception jusqu'à la mise en place est fait en parfaite harmonie avec les paysans. Merci beaucoup pour l'intervention. Je vais juste revenir sur le point que vous avez abordé concernant le premier webinaire que vous avez raté concernant les sols. En tout cas, sachez que toutes ces réunions, tous ces webinaires seront disponibles en ligne. La première, notamment, sur la page de l'Agence de la reforestation, de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Donc, ça a un but pédagogique, comme on l'a dit dès le début. L'idée, c'est que vous puissiez trouver vos réponses, les réponses à toutes vos questions, et que ça puisse servir, et que le projet dont on parle, Tôt le Cœur, puisse être un projet concret pour tout le monde. Voilà, donc merci, monsieur Mansour, pour votre intervention. Nous allons donner la parole à Miguel. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, parce que juste après Miguel, s'il n'y a pas encore une intervention, nous allons passer peut-être nous n'allons pas tarder en tout cas à passer à la conclusion avec M. Pierre-Gilles. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions que je noterai, que je partagerai avec vous. Voilà, donc Miguel, à vous la parole. Ok, merci. Oui, c'est très intéressant. On a entendu beaucoup de choses très intéressantes ici. Donc là, comme on est dans les formes géométriques, là, je voulais simplement signaler que dans un système naturel, on ne voit jamais une ligne tout droit. C'est quelque chose qui dans la nature n'existe pas. Ça, c'est quelque chose que l'homme il a créé, des lignes tout droit. Dans la nature, même les arbres qui semblent être droits, ils ont quand même des courbatures, tout, même les arbres qui partent tout droit, comme les eucalyptus et tout ça. Si vous les regardez bien, vous allez voir que en fait, ils sont jamais tout droits. Donc, les plantes en général, ils poussent avec beaucoup de formes. Et dans la nature aussi, on peut trouver toutes les formes qui peut nous inspirer maintenant dans cette design géométrique qu'on peut appliquer donc dans la façon de travailler avec nos plantes. Ça veut dire et ça se relationne du micro jusqu'au macro. Ça veut dire les formes, ils se répètent. On voit souvent les formes des spirales. On voit des différents mandalas. On voit tout ça. On peut prendre une feuille d'un arbre. On peut prendre une fleur. On peut prendre quelque chose, n'importe quoi. Un conquillage dans la nature peut nous donner énormément de différentes formes pour nous inspirer à travailler dans ces formes. Donc, c'est pour ça, nous, en général, dans la permaculture et dans nos projets, tout ce qu'on fait, on évite vraiment
de faire des lignes tout droit. Après, c'est vrai que dans des projets de reboisement et des projets très grands pour l'organisation de la plantation, souvent, les gens ils tombent sur des formes un peu carrées, mais on a parfaitement la possibilité de changer ces formes et de s'inspirer dans des formes plus naturelles parce que finalement, on travaille avec la nature, donc on veut reproduire un système naturel pour que la fonctionnalité du système soit le mieux adaptée possible. Donc, je souhaite vraiment inspirer tout le monde à chaque fois s'ils vont créer des projets de plantation, de jardins, etc., de s'inspirer au maximum dans des formes qu'on voit dans la nature. Par rapport à les associations de plantes, on rentre encore dans cette reproduction de la nature. Ça veut dire quand on regarde une forêt, on voit tous les différents niveaux de plantes, on voit une interaction énorme avec les différentes plantes. Donc, il y en a après, depuis les racines jusqu'à les grands-pentes, jusqu'à les canopées larges des arbustes, des couvre-sols. On a tous les étages différents dans une forêt. Donc, nous, si on veut planter une forêt nourricière, ça veut dire une forêt productive avec les fruits, les légumes, les fixateurs, tout ce qu'on a besoin, à ce moment, l'association de plantes est fondamentale. Donc, on ne peut pas créer un système qui est durable si on n'a pas des associations de plantes. Et souvent, pour les associations de plantes aussi, on n'a pas la nécessité d'être très extrême ou de dire telle et telle plante ne vont pas ensemble, telle et telle plante, il faut qu'ils partent ensemble. Il faut partir du principe que la plupart des plantes, ils peuvent bien s'entendre ensemble. Après, bien sûr, c'est très visible quand certaines plantes ils se donnent pas bien ensemble. À ce moment, c'est quelque chose qu'on peut voir directement et constater. Et de toute façon, c'est toujours par l'expérience qu'on doit avancer avec notre travail. Donc, il faut pas trop avoir peur d'associer les plantes au début, parce qu'il faut partir du principe que la plupart des plantes, ils peuvent s'associer bien ensemble. Bien sûr, il faut tenir en compte si c'est des grands arbres qui vont après donner de l'ombre à des autres qui ont besoin de soleil. Ces genres de choses sont fondamentales. Donc, c'est pour ça qu'on calcule les différents étages. Mais sinon, par rapport à l'association de plantes, il faut dire que la plupart des plantes, ils peuvent être associées. Bien sûr, il faut tenir toujours en compte que la présence des arbres fertilitaires ou de légumes, etc., pour qu'il y a toujours un apport en azote, etc., qui vont aider les autres et des autres qu'on peut utiliser dans le système pour couvrir le sol, pour faire le mulch, pour avoir assez de phosphate et potassium, etc. Mais la différence avec, par exemple, des engrais chimiques et tout ça qui nous donne un numéro fixe, par exemple, en 6, 10, 3, ça veut dire de NPK. Dans la nature, on laisse le sol travailler ça et faire la distribution de tous ces micro-éléments et minéraux, etc. Donc, finalement, c'est les bactéries et les champignons qui vont s'occuper de donner les quantités exactes à chaque plante qu'elle a besoin. Donc, finalement, il faut simplement avoir un système riche avec le maximum de diversité, bien sûr avec beaucoup de présence de différentes fleurs pour attirer aussi des pollinisateurs et pour voir après l'amélioration du sol. Donc ça, bon, c'est des thèmes qui peuvent aller très loin. D'accord. Miguel, en fait, on me pose, je profite de l'occasion. Je voudrais tout juste, oui, monsieur, ouais, je voudrais tout juste amener une petite réflexion autour d'ici. Je vous m'entendez bien? On va d'abord remercier Miguel de son intervention. Juste après, si on demandera à Miguel de nous parler juste d'un exemple d'association de plantes qui a fonctionné. Voilà, mais on vous laisse la parole, M. Alignay. Et Miguel, merci pour ton intervention. Et juste revenir sur un exemple d'association que vous avez essayé et qui a fonctionné. Voilà, allez-y, M. Ndiaye. Voilà, non, je voudrais amener une réflexion, parce que notre préoccupation quand on parle d'une agriculture durable qui va vers la permaculture, en face de la forme comment les grandes cultures et le développement du monde est en train de progresser d'une forme géométrique très rapide, des fois, il faut, en même temps qu'on discute les techniques de production dans les fermes, il faut qu'on discute les stratégies de massification de ces technologies pour qu'elles puissent atteindre le maximum d'agriculteurs possible. Je suis en train de parler des agriculteurs familiaux. Vous voyez? Donc, parce que au Brésil, je le perçois bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur coin, avec beaucoup de techniques qui sont là-bas,
des techniques de permaculture intéressantes. Mais quand tu comptes le numéro d'agriculteurs qui sont en train de faire des pratiques durables, tu vois qu'il y en a encore très peu. Donc, il faut amener aussi les discussions, non pas techniques de production seulement, mais stratégie d'atteindre le maximum de producteurs possible. Vous voyez? Donc, c'est cette réflexion que je voulais amener, parce que quand les systèmes sont bien organisés, les associations de culture, comme il l'a dit, Miguel vient de le dire, d'une forme très, très, très intéressante, les associations de culture, la création de microclimats, l'utilisation des légumineuses pour fertiliser les sols, le compost, là, on va les travailler aussi dans les propriétés, dans les fermes. Mais il faut travailler les stratégies de massification des techniques, de ces techniques-là, pour atteindre le maximum vraiment de producteurs. Voilà. Merci, Monsieur Ndiaye, pour votre intervention. On sent en tout cas nettement votre point de vue qui parle plus d'une agriculture, je n'allais pas dire intensive, mais de plus grande envergure par rapport à ce que Miguel propose, notamment en parlant du fait que la nature ne crée pas de ligne, la nature crée de manière un peu désordonnée, mais c'est un désordre artistique, j'allais dire. Donc on sent bien une différence, mais je pense que le mix des deux pourra nous permettre en tout cas d'atteindre notre objectif de reforestation. Notamment. Michael, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple qu'on voulait tout à l'heure, juste nous dire quelle association vous avez fait et qui a fonctionné? Pardon, Mamadou, je vais couper. Bon, les associations. Pardon, Michael, avant que tu Allô, oui. s'il te plaît, je vais vous interrompre. Juste parce de réguler un peu. Donc, si vous pouvez couper le micro. Voilà. Pardon, en termes de contenu, il ne faut pas qu'on perde notre objectif. Je trouve que tous ces outils techniques, d'information de votre expérience sont fabuleux. Il ne faut pas qu'on oublie à travers le webinaire qu'on va s'adresser à des villages et que ça passe par un mode visuel concret. Donc, je sais que tout ce que vous dites est très, très concret, mais pensez que vous vous adressez à des villageois et donnez-nous des exemples très concrets. Parce qu'on sait que lorsqu'on parle de permaculture, on a déjà évoqué lors d'un premier webinaire le fait qu'il y a 7 couches. Donc, l'association de plantes entre elles, ça nous parle des 7 couches aussi, de la profondeur du sol jusqu'à la hauteur. Et donc, là, vraiment, j'ai besoin de votre expérience. Là, c'est un grand help qu'on demande. Donc, je ne sais pas comment on est dans le temps. Nous n'avons pas encore entendu Pierre-Gilles et c'est même fondamental parce qu'une fois que tout ça a poussé, il saura nous dire quoi en faire et comment le développer au Sénégal. Donc, je te remets le bâton de parole, comme on dit Mamadou. Mais voilà, n'oublions pas qu'on s'adresse à des villageois. On essaie de se comprendre entre nous, mais c'est des coordinateurs de terrain qui fonctionnent avec des dessins, qui dessinent dans la table. Par rapport au temps, il nous reste à peine 10 minutes, donc il faut qu'on conclue avec monsieur Pierre-Gilles. Là, voilà, pour les dernières interventions, on va vraiment demander des exemples concrets, des choses qu'on peut traduire aux villageois, parce que l'idée de ces webinaires, au-delà donc de les partager, de les mettre sur les réseaux, c'est pouvoir aussi les traduire dans les villages pour qu'il y ait un savoir qui soit transmis. Donc voilà, les dernières interventions, j'aimerais bien vraiment que ce soit des conclusions avec des exemples concrets qu'on va pouvoir partager avec les villageois. Donc en commençant par Miguel. Ok, bon, je vais vous donner donc le concret le plus connu, qui est plus ancien, qui était utilisé par les Indiens américains et tout ça. C'est ce qu'ils appelaient par exemple les 3 sœurs. Donc les 3 sœurs, ça veut dire ils plantaient toujours le maïs associé avec des haricots, associé aussi avec des courges. Donc les courges, il va couvrir le sol, donc empêcher aussi beaucoup les mauvaises herbes de pousser et en même temps aider à la rétention d'eau. Les haricots, il va souvent grimper même sur le maïs et aider le maïs à ne pas tomber facilement avec le vent et en même temps à faire son apport comme légumineuse, donc donner de nitrogène, d'azote pour que le maïs il pousse, et le maïs il va faire les couches verticales. Donc là on a des associations très concrètes, ce qu'on appelle les 3 sœurs, donc les haricots avec le maïs et les courges. Ça je trouve que c'est un des exemples les plus concrets et plus connus et qui peut après être adapté à beaucoup des autres cultures, une fois qu'on connaît qu'on veut toujours associer les plantes pour le bénéfice de la production
et pour protéger aussi les sols. Merci beaucoup. Je constate que voilà, on commence à perdre un peu de personnes sur le webinaire. Je pense que voilà, on a respecté le temps. Ce qu'on va faire pour que tout le monde puisse bénéficier de la conclusion de Pierre-Gilles, à part si Karine, avant cela, tu as un mot à rajouter, on peut aller donner la parole à Monsieur Pierre-Gilles qui va nous permettre de bénéficier de sa conclusion par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer. Si Monsieur Pierre-Gilles est bien évidemment connecté. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous pouvez vous présenter et nous faire une conclusion. Voilà, partagez en tout cas votre point de vue sur tout cela en 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Donc, Pierre-Gilles Coméa, je suis gérant d'une petite entreprise qui valorise les produits locaux à Thiès, essentiellement en produits alimentaires nutritifs et en huile cosmétique. Très bien. Voilà, donc j'en viens à la conclusion. Donc, je voulais dire que j'adhère totalement à ce schéma de Tolooker, où on retrouve le jardin de cases qui était à l'époque tout à fait courant au sein des maisons et qui a disparu peut-être à cause des épisodes de sécheresse dans les années 70. En tout cas, voilà, ce modèle de Tolooker peut mener à l'autosuffisance. Mais en attendant que ça se mette en place, en attendant qu'on récolte les premiers fruits, je pense qu'il est important également d'éviter la disparition des ressources forestières. On voit que dans les villages, les gens coupent de plus en plus des arbres. Et pour cela, il faut donner une valeur ajoutée à ces arbres. Il faut que les gens s'intéressent à ces arbres et ne fassent pas que les couper pour faire du bois de chauffe. Donc, par rapport à notre entreprise, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler en identifiant les ressources forestières oubliées et en essayant de les valoriser derrière par de l'innovation. Par exemple, on peut parler du néou. Aujourd'hui, à Dakar, les gens ne peuvent plus consommer de néou. Et là, on a quelque chose à faire. C'est un produit qui peut être réintroduit et qui peut revenir sur les étals à Dakar. Une fois qu'on a identifié ces produits oubliés, on va s'atteler à créer des chaînes de valeur, donc à organiser les producteurs et à les motiver. C'est vrai qu'au début, on passe un petit peu pour des fous, qui s'intéressent à des choses qui n'ont aucune valeur marchande, mais en gagnant la confiance et en arrivant à commercialiser ces produits, on arrive à créer ces chaînes de valeur et à développer un intérêt. Ce qui est important aussi, c'est que quand on travaille dans une zone, on peut, un petit peu comme les associations, diversifier les produits qu'on va trouver dans cette zone. Donc, on va acheter du néou, par exemple, on va faire travailler les femmes âgées, mais on peut commencer à travailler sur du baobab, et là, on va impliquer les jeunes. On peut travailler sur différents produits qui impliquent les différentes populations et qui intéressent les populations à ce projet. Ensuite, c'est à nous, l'entreprise qui fait partie de la chaîne de valeur, de trouver des débouchés aussi bien au niveau local, par exemple à Dakar, dans les grandes villes, ou à l'international. Et à faire ce travail de créer cette filière et donc de rendre, par exemple, un produit au Sénégal aussi intéressant que le karité au Burkina ou aussi intéressant que l'argan au Maroc. Si on crée cette demande, on va revenir vers le milieu rural et on va acheter plus. Et donc, on va encore plus intéresser les gens à préserver les ressources. Et c'est à ce moment-là qu'on va retomber un petit peu sur Tolooker, puisqu'avec Tolooker, on aura montré que le système est durable, qu'il s'auto-reproduit, qu'il est fertile, qu'il permet d'avoir des différentes plantes. Et donc, les gens vont pouvoir commencer à planter les espèces qui sont intéressantes, par exemple du houle, par exemple du solum, qui pourra être valorisé derrière et qui pourra leur apporter des revenus. Voilà, donc c'était un petit peu cette transition que je voulais faire avec le prochain webinaire qui porte sur la transformation. La transformation a un rôle essentiel à jouer dans l'implantation et dans la préservation de la forêt. C'est donc un signe d'espoir, hein, parce que si on arrive à planter, si on arrive à produire, on peut transformer. Ça, c'est un signe d'espoir. Et c'est une belle transition aussi pour Karine, qui va à la fois répondre à une question qu'on vient de recevoir et aussi introduire la prochaine table ronde. On est pile poil dans le temps. Karine, tu peux... La question, c'était de savoir est-ce que à travers Tolooker, on peut accompagner des jeunes, par exemple, notamment entrepreneurs qui ont des projets de ce type. Est-ce qu'on peut les accompagner ou en tout cas travailler avec eux sur ce projet-là? Et quel est le sujet de la prochaine table ronde? Juste avant la fin, si je pouvais faire une proposition. C'est vrai qu'on a tous beaucoup de choses à dire,
Et est-ce qu'il serait possible de vous soumettre des articles où on pourrait détailler un petit peu plus, justement apporter des dessins, apporter des photos, qui pourraient être publiés sur un blog pour plus approfondir les différents points qu'on a abordés. Par exemple, la stratégie de M. Ndiaye m'intéresse. On n'a pas eu le temps de l'aborder aujourd'hui, donc ce serait intéressant de pouvoir développer ça sous forme de blog. Merci. Tout à fait, et Karim le confirmera, la page qu'on vient de partager, parce qu'on nous l'a demandé tout de suite, la page est disponible, la page Facebook, on a de plus en plus de followers, comme on dit, et ce sera l'occasion de créer soit un blog ou même de dynamiser cette page, et je pense que c'est une excellente idée de votre part. Merci en tout cas pour l'intervention. Je laisse Karim conclure et remercier tous les participants de cette deuxième table ronde qui a été très riche en enseignements. Il y aura un compte rendu qui sera fait par toute l'équipe, qui fera un compte rendu écrit et également la vidéo qui pourra être en ligne. Et on pourra, comme vous le dites, essayer de prendre des informations, des solutions à travers toutes nos discussions-là. Merci en tout cas à tout le monde. Et Karine, à toi la parole pour le mot de fin. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment pleine de gratitude parce que c'est des enseignements pour nous tous. Il y a une véritable richesse dans tous ces partages. J'ai envie de rebondir évidemment sur chaque intervention tellement qu'elle est précieuse. Et je suis un peu comme Pierre-Gilles, c'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque personne à part entière nécessiterait un webinaire à lui tout seul de détail, avec la nécessité d'être vraiment très, très concret dans nos villages. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, avant de répondre à la question des filières, qui était la transition d'ailleurs de Pierre-Gilles, je crois que nous allons être de plus en plus nombreux. La preuve, hein, nous étions à peu près, je pense, 38, on est encore 25. Et pourtant, nous discutons de points voilà, qui sont parfois un peu techniques et qui ne sont pas toujours faciles à suivre, chacun faisant beaucoup d'efforts. On est appelé à devenir très, très nombreux, donc je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, on se serve de cet exemple pour être un peu plus cadré la prochaine fois sur la coupure des micros, sur les temps des interventions, sur la nécessité de s'adresser à des villageois eux-mêmes. Voilà. Et donc, en fait, on peut effectivement créer un blog, on peut partager des articles. Le site Facebook Toulouker est fait pour ça, mais nous avons aussi des personnes qui nous assistent en off, qui sont là, qui nous écoutent. Et vous imaginez pas toutes les petites mains qui sont faites pour que ça soit possible. Et je sais qu'elles sont déjà en train de réfléchir à la possibilité de potentialiser ces interviews dans ce webinaire, peut-être même en les séquençant et en différenciant, voilà, en faisant une différence les uns par rapport aux autres. Je vais un peu vite pour vous dire que, en fait, je suis directrice des éco-villages. Les villages écologiques, c'est une chose qu'on n'a pas encore vraiment abordée, mais les Touloukers, du coup, ça va être le début de ça, mais aussi des filières vertes. Donc, c'est très important pour moi que des personnes comme Pierre-Gilles, très actives sur le sol du Sénégal et qui sont partis de rien et qui ont tout démontré, soient présents au fil du temps, comme ceux qui étaient là la fois passée. Et j'espère que ceux qui sont aujourd'hui avec nous nous suivront, même s'ils n'interviennent pas après. Parce que ça va devenir finalement une forme d'école en ligne qu'on aura tous co-créé ensemble. Alors, la jeunesse, elle est évidemment bienvenue. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Mamadou, mais c'est à eux qu'on s'adresse en priorité. Parce que dans le cadre de cette agence de la reforestation, de la semence à la transformation, nous sommes destinés à créer en fait une école de ces savoirs naturels et de la formation. Et je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais nous avons des organismes vraiment d'envergure qui nous ont contactés, qui s'intéressent de très près à Toulouker et qui vont peut-être appuyer la possibilité pour nous de former en masse. Parce que revenons au contexte Toulouker qui est le contexte Covid. Je pense que si on en a compris la leçon, on va éviter qu'il y ait à nouveau d'autres drames. Et pour qu'il y ait à nouveau d'autres drames sanitaires, eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand bien même on a repensé le système financier, sans l'écologie, on ne peut pas le faire. Donc, il ne faut même plus qu'on parle des nouveaux métiers. Ce n'est pas les métiers de demain, c'est les métiers d'aujourd'hui. À tout plein de stades. Et ça fera peut-être l'objet d'un webinaire à part entière. L'idée, c'est de ne pas, là aussi, tout précipiter tout de suite, parce que ce qu'on veut pour le moment, c'est sensibiliser pour que chacun apporte la richesse de son expertise et son savoir à travers ces webinaires, et vraiment, je vous remercie, mais c'est aussi de les rendre très réels et concrets
partout au Sénégal et peut-être même ailleurs s'il y en a qui ont envie de suivre. Voilà. Et puis ensuite, progressivement, nous allons procéder à autre chose. Alors moi, je propose quand même pour la fois d'après de revenir avec certains de nos intervenants de la fois dernière et certains qui seront volontaires à partir d'ici, sur justement en images ou en exemple concret, sur des petites histoires, des petites légendes de ce que vous avez déjà fait et qui a super bien fonctionné, notamment sur la terre du Sénégal. Et puis de faire une deuxième table ronde, peut-être en invitant, il n'est pas encore au courant, M. Philippe Barry, pour voir comment intégrer les plans RSE à l'intérieur de ces talkers et si c'était possible, et ce qui nous permettrait de sensibiliser davantage, notamment au niveau du monde industriel. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.